Bonjour Ronan Le Gleut. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous durant cette demi-heure. Vous êtes élu des Français de l'étranger, membre du groupe Les Républicains et de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. On va parler de cette actualité internationale riche. On parle du Mali dans quelques instants, mais d'abord évidemment l'Ukraine. Et on a vu Vladimir Poutine qui a donc reconnu les séparatistes pro-russes, envoyé l'armée, envoyé balader les accords de paix en Ukraine. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle décision de la part du président russe ? Il y a véritablement un processus qui est engagé. On le voit déjà avec, rappelons-nous, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en Géorgie, qui sont aujourd'hui occupés par l'armée russe. Puis il y a eu la Crimée. Et aujourd'hui, on voit là encore des étapes successives, c'est-à-dire d'abord les régions séparatistes pro-russes de Donetsk et de Louhansk. Et au-delà encore, l'idée que cela puisse s'étendre aux provinces, c'est-à-dire aux oblasts, aux deux oblasts ukrainiens, de Louhansk et de Donetsk, qui sont plus grands géographiquement et qui comptent des populations beaucoup plus importantes. La province, l'oblast de Donetsk, c'est 4,4 millions d'habitants. Louhansk, c'est plus de 2 millions d'habitants. Donc on est sur pratiquement des régions de 7 millions d'habitants. Il faut vraiment prendre la mesure de la taille de ces régions. Et donc on voit, ce sont des étapes successives. On a d'abord parlé des régions autonomes qui sont principalement autour des deux villes et des deux capitales de ces provinces. Mais aujourd'hui, on voit un autre discours qui, en fait, étend encore l'emprise et qui s'étend, par exemple, vers Mariupol, qui est une des grandes villes sur la mer d'Azov. Ça veut dire que ça peut aller plus loin, ça ira plus loin pour vous quand Joe Biden dit que ce n'est que le début de l'invasion russe, pour vous, c'est ça? Il faut en tout cas s'y préparer, parce que le processus est un processus de long terme. Si on remonte à l'opération en Géorgie, avec, comme je le disais, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, on voit que c'est un grand dessein qui se trame, et on le voit notamment sur l'extension de la frontière et du front russe sur la mer Noire. C'est-à-dire que la Crimée est à l'ouest de la frontière russe sur la mer Noire, et on voit que la Géorgie est à l'extension sud de cette frontière. Donc vous voyez, il y a véritablement un dessein géopolitique, géostratégique. Quand on voit ce qu'a fait Vladimir Poutine, ce qu'a dit Vladimir Poutine ces dernières heures, et que ce matin, il dit que la Russie est prête à trouver des solutions diplomatiques avec les Occidentaux, comment on comprend cette politique de Vladimir Poutine ? En réalité, tout ça, c'est de la stratégie. Il fait des allers-retours, mais en réalité, voilà, je pense que pour comprendre cette stratégie, il faut la prendre dans le temps. Et il faut remonter aux premières opérations. Et donc, si on a cette perspective sur un temps plus long, on voit qu'en réalité, tout ça est un dessein de long terme. Il y a véritablement une violation répétée à plusieurs reprises du droit international, du respect des frontières, de la souveraineté des États. J'ai cité la Géorgie, donc évidemment l'Ukraine, en fait c'est déjà le cas, puisque ça a été le cas avec la Crimée, territoire ukrainien. Donc en réalité, le fait de faire non seulement sauter les accords de Minsk, qui en fait étaient conclus entre l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne, c'est un pas, mais en réalité tout ça est dans un grand dessein beaucoup plus, dans une perspective historique beaucoup plus profonde. Mais est-ce qu'ils testent un peu les Occidentaux pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller, d'où ces allers-retours un petit peu dans ces déclarations ? Oui, en fait, c'est une opération de grande envergure en réalité, et ces tests ont eu lieu déjà des années auparavant. On se souvient de l'intervention de Nicolas Sarkozy pour stopper les opérations militaires en Géorgie, mais rappelons-nous que depuis cette date, comme je vous le disais, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont toujours occupés par l'armée russe. Et ça, évidemment, ce dont je parle, ce sont les périodes avec Vladimir Poutine, mais de façon antérieure, rappelons-nous qu'une partie de la Moldavie est occupée par l'armée russe, c'est la Transnistrie. Et l'Union européenne, alors elle condamne, il y a des premières sanctions qui ont été annoncées hier, mais par exemple Vladimir Poutine n'est pas dans la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne. Est-ce que ça c'est une erreur, c'est un signal de faiblesse de la part de l'Union européenne ? On voit bien de manière globale qu'en réalité, Vladimir Poutine considère que son interlocuteur n'est pas l'Union européenne, son interlocuteur c'est Joe Biden. Pourquoi ? Parce qu'il est à la tête de l'OTAN.
En réalité, ce que l'on voit à travers cette grande opération, ces opérations militaires, c'est que la mort cérébrale de l'OTAN qu'avait définie le président sortant est une fausse évaluation, puisqu'en réalité, le seul interlocuteur, c'est l'OTAN. Et les Donc États-Unis... la Suisse s'est trompée, Emmanuel Macron. L'OTAN n'est pas en état de mort cérébrale pour vous. C'est la preuve, puisque en réalité, l'interlocuteur est le pays qui est le principal contributeur, à la fois financier, militaire, stratégique, tactique et de la direction de l'OTAN. Les États-Unis sont à la tête de l'organisation de l'OTAN. Et le traité de l'Atlantique Nord, clairement, est celui qui régit les grandes questions géostratégiques. Donc on le voit bien ici. En réalité, ce qui est considéré comme l'interlocuteur pour la Russie, c'est l'OTAN, à travers le président des États-Unis. Et donc, on voit bien que l'OTAN n'est pas en état de mort cérébrale. Elle est et toujours demeure l'interlocuteur. Et par ailleurs... Ça veut dire que l'Union européenne est un petit peu spectatrice dans ce conflit. Elle n'a pas de poids, elle ne compte pas pour Vladimir Poutine. Là encore, c'est une autre erreur d'évaluation, c'est-à-dire que l'idée d'une armée européenne, qui là encore avait été un thème évoqué par le président sortant, on voit bien que là encore, il n'y a pas de structuration véritablement de cette idée d'armée européenne. Il y a des éléments de défense européens qui sont en train de se constituer principalement sur des questions capacitaires, mais pas sur des questions stratégiques fortes. Et donc effectivement, il faut que l'Europe prenne enfin conscience de son poids géostratégique, qu'elle n'a pas, et qu'elle engage cette transformation. Aujourd'hui, clairement, on n'y est pas, et ce qui est en train de se passer en Ukraine le démontre tous les jours. Est-ce qu'Emmanuel Macron, pour vous, s'est également trompé dans sa stratégie ces derniers jours quand il est allé voir Vladimir Poutine? Est-ce qu'il s'est un petit peu illusionné sur la volonté de Vladimir Poutine de négocier? Non, mais il a eu raison de le faire, c'était son devoir en tant que président du Conseil de l'Union européenne. Mais déjà, c'est trop tardif, premièrement. Deuxièmement, il aurait mieux valu peut-être y aller à plusieurs, en tout cas davantage aller avec, par exemple, les Allemands, qui sont des contributeurs extrêmement importants, notamment pas seul. Il n'aurait pas dû jouer solitaire. Voilà. Mais en tout cas, c'est trop tardif. Ça, c'est très clair. L'opération est trop tardive. Par contre, c'était son devoir de le faire. Donc, il n'est pas question ici de remettre en cause la tentative. Mais ce que ça révèle en réalité, c'est le poids réel des interlocuteurs. Et c'est là où on voit que l'OTAN reste la puissance militaire qui est l'interlocutrice considérée par la Russie. Pour vous, ça affaiblit la France, la démarche d'Emmanuel Macron, ou pas? Non, ça ne l'affaiblit pas, c'est juste un révélateur. C'est juste un révélateur qu'il y a globalement une forme de déclassement de la France. Je pense notamment à des idées qui ont pu émaner de la majorité présidentielle de remettre en cause le siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui serait une catastrophe absolue pour deux raisons. La première, c'est que la France ne doit pas céder ses attributs de puissance, premièrement. Et deuxièmement, parce que l'Union européenne ne parviendrait pas à se mettre d'accord et le vote serait un vote d'abstention dans 90% des cas. Un mot, puisque vous êtes sénateur des Français de l'étranger, sur les Français qui se trouvent en Ukraine. On parlait de 1000 Français environ. La France qui a recommandé à ses ressortissants de quitter le pays. Est-ce que vous savez s'ils l'ont fait, s'il y a encore des Français en Ukraine et combien ? Alors, je suis en relation avec des Français d'Ukraine qui y sont toujours, notamment à Kiev, où on me raconte que les rues sont vides d'ailleurs. Il y a effectivement 912 Français établis en Ukraine. Il se trouve que cette semaine est une semaine de vacances scolaires au lycée français Anna de Kiev, et que beaucoup, effectivement, de toute façon, étaient partis pour les vacances scolaires, avaient quitté l'Ukraine pour les vacances scolaires. Donc beaucoup sont en France. Effectivement, ils ne rentreront probablement pas lundi à l'ouverture du lycée français de Kiev lundi. Donc moi, ce que j'ai comme information, c'est que plus de la moitié des Français d'Ukraine ne sont plus sur le territoire ukrainien. On reparlera tout à l'heure de l'Ukraine avec Delphine Blanchard et notamment des questions énergétiques que ça pose pour les approvisionnements de l'Union européenne et de la France. On va parler du Mali puisque le Parlement débat en ce moment de la stratégie française au Sahel après l'Assemblée nationale hier. Ce sera donc au tour du Sénat cet après-midi. On va voir ça avec notre journaliste parlementaire Marion Vigreux.
Bonjour Marion. Bonjour Oriane, bonjour Renan Legleu. Et Marion, on revient donc avec vous sur le retrait des troupes françaises du Mali évoqué devant le Parlement. Débat cet après-midi au Sénat. Oui, Jean Castex s'exprimait hier devant les députés au sujet de la réarticulation de l'engagement de la France au Sahel. Cela fait 9 ans que la France est présente sur place et même si retrait des troupes il y a pour le Premier ministre, Barkhane n'est pas un échec. Écoutez-le à ce sujet. Si nous avons empêché le Mali de s'effondrer, nous avons également neutralisé les projets d'installation d'un proto-État inspiré par l'idéologie islamiste la plus radicale. La création d'une zone sanctuaire par des groupes terroristes qui auraient constitué un péril mortel pour la région et pour notre sécurité a été entravée. Dans son bilan, le Premier ministre évoque également la mort de plusieurs chefs terroristes. Il ne veut donc pas parler d'échec, mais on ne peut pas non plus parler de succès. Les djihadistes qui étaient au Mali en 2014 opèrent et déstabilisent désormais d'autres pays voisins comme le Burkina Faso, le nord du Bénin et aussi la Côte d'Ivoire. Et hier, la question qui revenait à l'Assemblée, c'était comment en est-on arrivé là? Est-ce que vous partagez cette interrogation ? Oui, je la partage. En réalité, il faut distinguer deux choses. D'une part, il y a eu des réussites tactiques, militaires, indéniables, avec la neutralisation d'un certain nombre de chefs de différents groupes armés djihadistes. Ça, c'est très clair. Et je tiens ici à rendre hommage à nos troupes, à nos armées. Rappelons que 58 de nos militaires sont morts dans les opérations, dans la bande sahélo-saharienne, et que toutes ces familles endeuillées, évidemment, ont vécu cela dans leur chair, et la France l'a vécu dans sa chair. Et je pense également à nos innombrables blessés de ces opérations. Donc, ils ne sont pas morts pour rien. Premièrement, parce que, suite à l'opération Serval devenue Barkhane, on a empêché l'installation d'un califat à Bamako. Ça, c'est la première chose et la chose la plus fondamentale. Ensuite, permettez-moi également d'avoir une pensée pour nos 8500 Français qui sont établis au Mali. Nous avons un centre culturel français à Bamako, un lycée français à Bamako. L'Agence française de développement, l'AFD, est présente, elle également. Et puis évidemment, même si l'ambassadeur est rentré, l'ambassadeur de France, il reste une ambassade, un consulat. Donc il faut également avoir une pensée pour eux et que leur sécurité soit assurée. Les Français que j'ai eu au téléphone et qui sont au Mali me disent qu'ils sont dans l'expectative. Aujourd'hui, ils ne sont pas, et contrairement à ce dont on parlait précédemment avec l'Ukraine, où effectivement les Français rentrent pour la plupart, là ce n'est pas encore le cas au Mali, ils sont dans l'expectative. Ils attendent de savoir ce qui va se passer. Donc il y a des succès militaires, mais est-ce qu'il y a un échec politique? Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une distinction pour moi. Il y a eu des réussites militaires indéniables. Et grâce à nos armées. Mais c'est un échec politique parce que nous partons dans un agenda qui n'est pas celui que nous avions envisagé. Le colonel Goïta, d'ailleurs, a fait une partie de sa formation militaire en Russie. Et on le voit bien avec la montée en puissance des mercenaires de Wagner aujourd'hui et surtout la guerre informationnelle que nous avons perdue. C'est-à-dire qu'il y a eu des vagues de fake news, de propagande, de fausses informations avec de faux documents prétendument officiels qui ont circulé de façon tout à fait massive avec une population qui n'a pas toujours le recul, et d'ailleurs nous non plus, on le voit bien en Europe aussi, pour déchiffrer ces fake news. Donc on a eu cette guerre informationnelle tout à fait considérable, et je rappelais que l'agenda nous est totalement contraint, et à partir du mois de juin, on va rentrer dans la saison des pluies, et quand il va falloir quitter Gao, Ménaka et Gossi, là je rentre un peu dans les détails, mais vous savez, cette terre rouge du Mali, la latérite, va devenir de la boue. Et on voit bien qu'en fait, la rentrée dans la saison des pluies va poser des contraintes. Donc on n'est pas du tout sur un agenda qui est celui que nous avions fixé. Donc ce sont des opérations militaires importantes, extrêmement sensibles. Et il est évident qu'un convoi ralenti est plus vulnérable. Donc ce sont des opérations délicates à mener. Ouais, sur le choix du retrait du Mali, qui a été donc annoncé la semaine dernière par le chef de l'État, quelles sont les positions au Sénat, Marion ? Eh bien, du côté du groupe le plus important, celui des Républicains, ce retrait des troupes illustre l'échec de la politique d'Emmanuel Macron en Afrique, mais plus globalement sur la scène internationale. Si les sénateurs LR admettent que l'opération Barkhane était nécessaire, les choix qui ont été faits par la suite ont été, à leurs yeux, une succession d'échecs qui ont fragilisé la France. La France n'a plus de poids au Sahel et ce départ n'est pas étonnant. Dans le groupe socialiste, c'est le sénateur Jean-Marc Todeschini qui s'exprime en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères dans le communiqué qu'il publie. Voici ce qu'il dit.
Mali. Ce n'est pas l'annonce d'une défaite militaire, mais l'illustration visible d'un manque de stabilité stratégique de la part de l'exécutif. Les revirements et changements de pied réguliers auront compliqué la présence française et européenne au Mali. Le sénateur regrette également que cette annonce soit intervenue une semaine avant le débat prévu au Parlement. Je le cite à nouveau, tout est systématiquement mis en œuvre pour faire du Parlement une chambre d'enregistrement et un levier d'approbation de la volonté élyséenne. Regrettez-vous, comme votre collègue socialiste, ce débat tardif au Parlement, sachant que finalement sur le Mali, il y en a peu eu au Sénat? Oui, je le regrette parce qu'on voit bien que le Parlement ici n'est consulté qu'à posteriori. Les décisions sont d'abord prises et ensuite on a un débat. Donc effectivement, mais c'est une manière un peu générale d'avoir traité le Parlement pendant 5 ans. De manière générale, on sent bien que le Parlement n'a pas été consulté à sa juste valeur. Et un élément important également, évidemment, c'est la présence de la force Takuba, au-delà de Barkhane, qui a eu avec une tentative... C'est la force européenne, hein. Alors, c'est une force, ce sont d'abord les forces spéciales. Il y a un certain nombre effectivement d'Européens qui nous accompagnent, ce qui est une bonne nouvelle. Clairement, ici, il faut un redéploiement de Takuba. Ce débat est extrêmement important. Où faut-il se repositionner? Au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Voilà, c'est ce débat qu'il faut avoir. Ouais, un mot, puisqu'on parlait des positions, sur les positions des centristes, Marion. Oui, c'est le sénateur Olivier Cigolotti qui s'exprimera pour son groupe cet après-midi. Ce dernier soutient le choix de l'exécutif de retirer les troupes françaises, mais pas de critique sur la façon dont Barkhane s'est déroulé. En revanche, il pointe 2 impératifs. Le premier, un retrait rapide et sécurisé du Mali. Il faudra entre 4 et 6 mois pour évacuer et démonter les bases militaires. Et le sénateur demande à ce que tout soit fait pour éviter de nouvelles attaques terroristes visant les troupes françaises. Deuxième impératif, vous l'évoquiez, le redéploiement des forces, notamment au Niger, pour poursuivre les opérations militaires au Sahel, un territoire qui ne peut pas être abandonné par la France et ses alliés européens, avec donc Niamey comme partenaire prioritaire dans la lutte anti-djihadiste. La France choisit donc le Niger. Est-ce un partenaire suffisamment fiable, sachant que le pays n'est pas épargné par la montée du sentiment anti-français ? Non, c'est un choix cohérent. Il faut évidemment envisager plusieurs autres pistes de redéploiement, je l'ai déjà évoqué. Mais effectivement, ce qui est absolument fondamental, et c'est le général Burkhardt qui l'a rappelé, nous ne quittons pas le Mali sous la pression des groupes armés terroristes. Voilà. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Ce n'est pas une défaite militaire, c'est une défaite politique. Et c'était important. Et on suivra, bien sûr, en direct sur notre antenne cet après-midi, ce débat sur la présence française au Sahel. Merci Marion. À tout à l'heure dans le Club des Territoires. On va aller voir l'actualité dans nos régions. Maintenant, Ronan Le Glu, on va du côté de Poitiers pour retrouver Delphine Blanchard. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous, bonjour. Journaliste à la Nouvelle République. Et à la une de la Nouvelle République, cette nouvelle inspection de la centrale nucléaire de Civaux et cette petite fissure qui fait trembler. C'est ça, on en sait désormais un petit peu plus sur le problème qui a conduit à l'arrêt de 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Poitiers. C'est un petit trou qui vient agrandir le gouffre séparant les pro-nucléaires et les anti-nucléaires, 5,6 mm, très exactement. Mais pour la plus grande des fissures détectées après la visite décennale du réacteur numéro 1. Donc les premiers retours font donc apparaître ces problèmes sur les canalisations. Les responsables de la centrale nucléaire de Civaux se veulent bien évidemment rassurants, disant que les premiers calculs montrent une absence de risque de rupture, ces calculs permettant de confirmer que l'aptitude des circuits à remplir leurs fonctions est assurée. C'est pas forcément rassurant pour tout le monde malgré tout. Des problèmes de soudure, ça rappelle un peu l'EPR de Flamanville. C'est permis d'ironiser un membre de l'association pour la cohérence environnementale dans la Vienne. On n'en est qu'au début des analyses, a rétorqué l'exploitant. Au demeurant, les réacteurs 1 et 2 sont toujours à l'arrêt actuellement, bien évidemment, et ils ne seront pas remis en route au mieux avant la fin août pour le premier réacteur et à la fin de l'année pour le deuxième, si tout va bien. Le parc nucléaire en France est vieillissant. Il y a également un réel problème d'énergie. Une partie de l'approvisionnement en gaz vient par exemple de Russie. Monsieur le sénateur, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que la crise entre la Russie et l'Ukraine puisse avoir une quelconque conséquence sur cet approvisionnement ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que sur la question énergétique, la crise actuelle a des conséquences tout à fait considérables. On le voit déjà par la décision du chancelier allemand, Olaf Scholz, d'arrêter la certification de Nord Stream 2, qui est un projet absolument pharaonique. On parle de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, qui serait en fait la capacité doublée, puisque Nord Stream 1 est déjà en service, et Nord Stream 2 est exactement sur le même trajet que Nord Stream 2. Mais sur la question du nucléaire, permettez-moi d'ajouter un point extrêmement important. Nous faisons face à un enjeu civilisationnel, mais même pas civilisationnel, de l'humanité, qui est le changement climatique, le réchauffement climatique. Cette question, c'est peut-être la plus importante qui est devant nous, en tant qu'humanité. Or, le charbon produit 1000 grammes de CO2 par kilowattheure produit. 1000 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Le gaz, c'est 500. L'énergie nucléaire, c'est 6. C'est-à-dire que c'est une énergie véritablement décarbonée. Cette énergie est une énergie qui ne produit pas, qui n'émet pas de CO2 dans l'air. Donc, qui permet de produire de l'énergie sans accélérer le réchauffement climatique. Ça, c'est absolument fondamental. C'est pour ça qu'en réalité, elle n'a pas été utilisée dans ce sens au départ. Mais aujourd'hui, on voit bien que face aux défis climatiques, c'est une énergie qui répond à la problématique du réchauffement climatique. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiens l'énergie nucléaire. Et effectivement, la question du gaz russe est absolument fondamentale. Vous savez qu'actuellement, en fait, l'approvisionnement passe principalement par l'Ukraine. Et donc effectivement, tout est lié. Tout est lié et on le voit bien. Par exemple, la Pologne se fournit en gaz naturel liquéfié par bateaux qui viennent des États-Unis, qui arrivent au large de la mer Baltique et qui approvisionnent la ville de Stettin au nord-ouest de la Pologne. Donc tout est effectivement lié. Allez, on va parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser, Ronan Le Gleut, avec vous, Delphine, puisqu'on va parler de ces Français qui décident d'aller vivre à l'étranger. 3 étudiants en quête de sens à leur vie. Oui, à 18 ans, Nora Shahed, elle a pris ce qu'elle appelle la meilleure décision de sa vie. La jeune fille a décidé de mettre entre parenthèses ses études supérieures pour partir à l'étranger. Donc samedi prochain, le 26 février, elle prendra l'avion à Paris, direction Bangkok en Thaïlande. Un voyage initiatique de 7 mois que la jeune femme qui réside entre Parthenay dans les Deux-Sèvres et Poitiers dans la Vienne va accomplir avec 2 amis qu'elle a rencontrés l'été dernier, Victor et Mika. Mais pour comprendre sa motivation, il faut remonter en septembre. Après avoir décroché son bac, Nora fait sa rentrée à l'UT de Tours en technique de commercialisation. Et elle va très vite déchanter. Ce matin, elle explique dans nos colonnes « J'ai commencé à tout remettre en question, du fait notamment que je n'ai pas forcément eu assez de temps pour savoir ce que j'aimais, ce que je voulais faire. J'avais beaucoup de pression par rapport à ça et je me suis rendu compte que la formation dans laquelle j'étais n'était pas faite pour moi. Pendant ces 7 mois, Nora, Mika et Victor vont tourner un film qu'ils devraient intituler logiquement « La meilleure décision de notre vie » pour interroger au gré des rencontres des jeunes gens sur leur rapport à la crise sanitaire et régulièrement pendant leur périple. Ils mettront en ligne des vidéos des étapes de leur voyage. Alors, monsieur le sénateur, là encore, pour ces 3 jeunes, c'est temporaire. Mais est-ce que vous constatez, vous, qu'il y a de plus en plus de Français qui partent à l'étranger, soit par ras-le-bol de la France ou pour toute autre motivation ? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons de partir à l'étranger. C'est mon cas. Je suis moi-même un Français qui vit à l'étranger et je représente les 1 600 000 Français qui sont inscrits. En réalité, l'INSEE nous dit que plus de 3 millions de Français vivent à l'étranger. Donc, vous voyez, c'est tout à fait considérable. C'est la taille d'une région française. Effectivement, il y a de plus en plus de Français qui partent vivre à l'étranger pour plusieurs raisons. Soit pour goût de l'aventure, pour envie de conquête, apprendre une langue. Et tout ça est extrêmement louable et il faut l'encourager parce que c'est une richesse pour la France. Ils font rayonner la France à l'étranger. En revanche, quand les raisons sont des raisons de poids de la fiscalité en France, d'entrave et de sentiment que l'on ne peut pas s'épanouir pleinement en France, là, il faut changer la France. C'est-à-dire qu'il faut que la France puisse permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir s'épanouir en France et que vivre à l'étranger soit vraiment un choix de vie, c'est-à-dire l'envie de conquête, l'envie d'aventure, l'envie d'apprendre et non pas lié à des contraintes dans le pays.
On va s'arrêter sur ces beaux mots. Merci Ronan Le Gleut. Merci Delphine. On regarde la une de la Nouvelle République face aux chars russes. Les sanctions tombent. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Delphine Blanchard d'avoir été avec nous ce matin. Et merci Ronan Le Gleut. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on va parler des parrainages, puisque beaucoup d'élus sont réticents à parrainer les candidats à la présidentielle. Jean Castex leur a lancé un appel hier. On y reviendra bien évidemment. Mais d'abord, c'est Patrick Caner qui va vous succéder maintenant, Ronan Le Gleut.